qui existe. Nous allons parler c'est l'atelier de rédaction de politique et de plaidoyer. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bases sur les types et les structures de des documents d'orientation, sur comment rédiger un document d'orientation et une déclaration percutante et comment passer de la politique au plaidoyer. Donc cette session d'aujourd'hui va se dérouler en français et nous avons comme conférencier Dr Moussa Fofana. Je vais présenter le Dr Moussa Fofana. Dr Moussa Fofana est ancien SEO, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire Student Exchange Officer. Il est ancien membre du RRO, SUPCO, c'est-à-dire Regional Relation Officer et de la région Afro. Ensuite, il a été ancien président du comité d'organisation du symposium pharmaceutique. Ensuite, il a été ancien membre de l'IPSF Afro 2021-2022. Il a eu à être président. Ensuite, il a aussi été membre du conseil consultatif de l'IPSF depuis 2022, le Advisory Board. Il est aussi actuellement alumni de l'IPSF, c'est-à-dire ancien. Il est pharmacien diplômé et il est en cours de spécialisation en santé publique pour la promotion de la santé. Monsieur Moussa Fofana, je vous donne la parole. Docteur Moussa, vous avez la parole. Je pense qu'il n'est pas actuellement disponible, donc je vais passer la parole à l'ancien président de l'IPSF Afro, c'est-à-dire celui qui représente les 24 pays africains au niveau pharmaceutique en Afrique, Monsieur David Fiagan, qui va présenter un peu l'IPSF Afro. Bonjour à tous. Ah, Monsieur Docteur Fofana est disponible. Ok, c'est bon. Docteur Moussa. J'ai mangé le dessert. C'est bon, non? Vous me recevez? Oui, docteur Moussa, on te reçoit. Tu peux partager ton écran. Tu m'as présenté, je n'ai pas entendu ça, hein? Ah, j'ai déjà présenté, mais bon, vu que tu n'as pas entendu, je vais représenter rapidement. Ok, il faudrait faire ça. D'accord. Pas de souci. Donc, je vais vous représenter Dr Moussa Fofana. Comme on a dit, il est ancien SEO, Student Exchange Officer, c'est-à-dire le représentant du Mali au niveau de l'IPSF Afro des 24 pays. Ancien membre du RRO SUPCO, c'est-à-dire Regional Relations Officer. Ensuite, il a été ancien président du comité d'organisation du symposium pharmaceutique africain
Et il a été ancien président de l'IPSF Afro 2021-2022. Ensuite, il a été membre du conseil consultatif de l'IPSF depuis 2022. Ensuite, il a été alumni IPSF. Il est actuellement ancien membre de l'IPSF. Ensuite, c'est un pharmacien diplômé en cours de spécialisation pour la promotion de la santé en santé publique. Donc, j'ai assez présenté Dr Moussa Fofana. Il va passer à l'introduction au plaidoyer. Dr Moussa, vous avez la parole. Ok, merci Sokna. Et bonjour à tous. Encore une fois de plus, nous sommes là. Hier, on était là pour la formation sur la politique. Et comme suite logique, nous allons passer au plaidoyer. Hier, j'ai eu, disons, à le dire. C'est une suite logique. Lorsqu'on fait une politique, on s'attend bien évidemment à un changement. Et pour faire un changement, ou qui parle de changement, parlera forcément d'action. Et là, nous allons parler d'action. Quelles sont les actions que vous pourrez mener localement ou régionalement ou de façon internationale pour faire changer les choses? Parce que proposer une politique, c'est bien, mais mettre en place des mesures pour pouvoir appliquer cette politique ou amener les décideurs à accepter cette politique, votre idée, votre changement, c'est aussi très bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui du plaidoyer. Et comme hier, je souhaiterais que cette session soit plus interactive. Hier, j'ai vu que beaucoup de gens ne participent pas trop, ou je sais pas, la présentation n'était pas assez euh, intéressante. Mais aujourd'hui, je souhaitais à tout cas que ça soit vraiment une interaction, que je ne sois pas là seul ou David soit là uniquement que pour parler, pour vous partager des idées. Alors, le contour que nous allons adopter pour cette présentation euh, portera essentiellement sur les plaidoyers dans un concept général, ensuite le cycle du plaidoyer. Après, les différentes méthodes du plaidoyer que vous pourrez utiliser, que nous pourrions utiliser, toutefois pour faire changer les choses. Et le concept selon la IPSF et le but du plaidoyer selon la IPSF encore. Donc, vous allez certainement être étonné pour ceux qui ont déjà suivi une session en anglais sur le plaidoyer, que ce que je vais vous présenter est tout à fait différent de ce que vous avez eu à voir. Euh, oui, je signale que dans la IPSF, nous avons accès à des ressources. Et ces ressources-là nous permettent de faire des présentations, de préparer des PowerPoints. Et lorsque j'ai fait le tour de notre base de données concernant le plaidoyer, alors ce que j'ai vu, pour moi, avec l'expérience que nous avons eue durant ces longues années, je trouve que ça ne parle pas assez du plaidoyer. Il ne donne pas réellement les différentes méthodes que vous pourrez utiliser pour faire des plaidoyers. Ainsi, à ma manière, j'ai essayé d'ajouter le concept général du plaidoyer, que c'est que vous pourrez apprendre du plaidoyer et après nous allons juste toucher l'essentiel de ce qui est donné aux autres dans la formation en anglais. Alors, qui peut déjà me donner en quelques mots qu'est-ce qu'il attend par plaidoyer? Donc, sentez-vous libre, soit vous levez la main, ou soit vous pouvez juste taper dans le chat, ou même si vous voulez, vous pouvez juste ouvrir votre micro, vu que nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que 17. Juste vous pouvez activer votre micro et intervenir. Ok, je ne vois pas de main levée ici. Si je ne vois personne qui lève sa main, je vais sélectionner quelqu'un par hasard. Israël Yao. OK. Ah, Et Judith aussi. merci pour Oui, la parole accordée. Donc, oui, quand on parle de plaidoyer, c'est défendre une cause en faveur de. Donc, quand on parle le verbe plaidoyer veut dire défendre une cause en faveur de pour obtenir quelque chose en retour. On peut plaidoyer pour quelqu'un. Voilà. d'accord. Merci Yao. Défendre une cause. Judith, David t'a proposé.
D'accord. Plaidoyer, c'est ce que Israël a dit, c'est de défendre la cause de quelqu'un pour obtenir un gain de cause et pour obtenir une réponse. Voilà. Ouais, c'est la même chose que on vient de dire. Oui. Et qui c'est qui? Aïssa Toussal. Aïssa Toussal, on veut attendre ta voix. Aïssa Toussal, t'es là? Anne, Anne est là? Anne Mounagui? Aïssa Toussal, C'est oui? une défense. C'est une défense. OK. Un mot. Anne Allô, vous Mounagui? m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Aïssa Toussal? Oui. Aïssa Tou. Donc, j'ai dit, c'est une défense de plaidoyer. C'est un concept général. OK, merci. OK, OK. Donc, toutes les idées tendent vers la défense. C'est déjà bon. Alors, on va maintenant peut-être définir ça dans sa globalité et dire que le plaidoyer, il existe un grand nombre de définitions hein, du terme plaidoyer, mais ce concept peut être défini comme un ensemble d'actions cohérentes. Donc, c'est pas uniquement une action, mais c'est un ensemble d'actions cohérentes menées par un individu ou un groupe ou une communauté visant à exposer d'abord une problématique pour laquelle le statu quo, c'est-à-dire la position standard, n'est pas adéquat, euh, ou encore soutenir activement une cause et tenter de persuader les autres de l'importance de celle-ci, ou encore représenter les points de vue d'un individu ou d'un groupe particulier en faisant connaître leur position aux décideurs, aux autorités, aux institutions ou autres responsables qu'ils souhaitent influencer. Encore, c'est d'influencer la prise de décision en vue de changer, euh, assurer la mise en application ou faire accepter socialement des politiques, des lois, des règlements, des procédures ou même des normes ou même des programmes. Dans l'anglo, c'est tout un ensemble d'actions et le plaidoyer. Maintenant, pour parler du cycle de planification du plaidoyer, qu'est-ce que vous devriez faire lorsque vous voulez entamer le plaidoyer? C'est d'abord d'identifier ou l'identification et l'analyse du problème ou des problèmes. Ensuite, documenter ces problèmes avec des solutions si possible, hein, et définissez maintenant votre but et les objectifs que vous voulez atteindre. Identifiez par la suite et analysez les parties prenantes, c'est-à-dire ceux-là qui seront concernés par ces problèmes directement ou indirectement. Il faudrait les identifier. Après, identifier et étudier vos publics cibles. Alors, sur lesquels, en tout cas, vous voulez agir, du moins faire agir la politique. Et après, analyser et gérer les risques. C'est essentiel. Faudrait analyser les risques qui peuvent incomber à l'application ou à la mise en place d'une politique. Après, mobiliser vos partenaires. Forcément, vous aurez besoin de partenaires. Après, il faudra formuler les messages et identifier vos stratégies de diffusion. Les stratégies de diffusion, ça peut être des méthodes de plaidoyer. Donc, par quel moyen vous vouliez faire passer les messages? Comment est-ce que vous estimez ou vous pensez pouvoir atteindre votre cible ou votre public cible? Par quel moyen? Donc, si peut-être c'est la nouvelle génération, on sait que tout le monde est sur les réseaux sociaux.
Donc, il faudrait beaucoup vous accentuer sur la communication online, sur les réseaux sociaux, les webinars, les posters, etc., etc. Après, choisissez vos stratégies d'influence. Donc, ça peut être fait par des lobbying. Préparez le suivi et l'évaluation. C'est très important lorsque vous mettez en place une politique. Il faudrait aussi penser à mettre en place peut-être un comité de suivi et d'évaluation. Si lorsqu'une politique est mise en place, vous plaidez pour la politique est acceptée. Si vous n'avez pas de mesures et d'évaluation de cette politique, donc la politique ne durera pas. C'est simple. Alors, évaluer la faisabilité de votre stratégie, élaborer votre plan de travail. Donc, on revient ça vient au cycle de planification du plaidoyer. Alors, j'ai tantôt parlé également des méthodes de plaidoyer. Quelles sont les méthodes que nous pourrions utiliser pour faire changer les choses ou pour plaider? Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques méthodes qu'il, que son association utilise ou qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour faire changer les choses? Les méthodes. Quelqu'un? La main? Ou juste activer votre micro? J'aimerais bien donner en fait mon avis. Est-ce que je Et, peux participer? oui, Sopna, tu peux. Voilà, bon, je vais parler, tu demandes le cycle de planification ou bien le cycle du plaidoyer qui est utilisé pour chaque association respective, c'est ça? Les méthodes que vous utilisez pour plaider ou pour faire votre plaidoyer, principalement. D'accord. Donc, on commence par identifier le changement, comme tu as dit, Mhm. c'est-à-dire on essaie de réfléchir par rapport aux causes profondes de la situation, ou bien on essaie de voir en fait quelle est la racine en fait des causes. Ensuite, on essaie d'avoir beaucoup d'informations, de recueillir beaucoup d'informations. Ensuite, on élabore un plan d'action, mais qui est concrétisable, en fait, qu'on pourra concrétiser après. Ensuite, on fait tout pour agir ensuite. Et là, on assure le suivi et l'évaluation des progrès. C'est le cycle que tu viens de décrire. Et maintenant, quelles sont les méthodes, par exemple, si vous allez maintenant planifier ces plaidoyers, quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour faire partager ces plaidoyers-là peut-être aux autorités, à l'organe de régulation et tout, 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 pour qu'ils puissent comprendre effectivement, ou même au public, hein, public cible, quels sont les moyens que vous utilisez maintenant pour faire passer les messages. Donc, pour faire passer les messages, le message, en fait, on peut utiliser, en fait, on peut profiter, par exemple, des assises internationales ou bien Mhm. on profite de la rencontre des différents, euh, des différentes structures de santé ou bien on profite, en fait, des meetings ou bien des webinars ou bien mais le plus influent, en fait, ce sont les assises, en fait, où sont prises les décisions, en fait, concernant le système de santé, si c'est par exemple pharmaceutique, si c'est par exemple dans l'économie, durant les assises économiques, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'important, c'est que ça rejoigne en fait la table où sont prises les décisions. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, en fait, on s'assure en fait que les décisions les choix qui portent, les choix du plaidoyer, en fait, atteignent les bonnes personnes à la bonne position. D'accord, c'est parfait. Je pense que prochainement, l'IPC peut t'utiliser pour faire la formation. Merci. Euh, alors, c'est ça. Il y a aussi à parler du lobbying et la communication. C'est parfaitement ça également. Ce sont des méthodes. En dehors de cela, d'autres personnes, il y en a plein. Il y a d'autres méthodes de communication. Il y a du moins d'autres moyens de méthodes de plaidoyer. À part Sokna et puis Yao, personne d'autre. Il y a une autre personne qui n'a pas parlé, que je vois ici. iPhone de Adi Bousso Touré. C'est qui ça?
Touré, la personne a quitté la réunion. Aïssa Toussal, encore? Tu veux parler? CP Aifat, Oui, oui. d'accord. Nous utilisons souvent les moments d'assises avec nos professeurs, nos partenaires, pour vraiment faire passer nos messages. Voilà. Vous prenez les professeurs comme étant votre public cible lorsque vous voulez faire un plaidoyer. Oui, C'est ça. Donc, votre public cible, c'est les professeurs. oui, oui, Mais, mais pour d'abord atteindre les professeurs, je pense que votre public cible doit être les étudiants. Si, en tant qu'association d'étudiants, vous voulez faire changer des oui, choses, ça sert d'abord aux étudiants de les faire comprendre d'abord la politique que vous voulez adopter. Et après, voilà. oui, souvent c'est pour les étudiants. Et on les fait comprendre la politique lors des AG d'abord. OK? Et nous, lorsque nous serons dans l'assise avec nos professeurs, nous le faisons part de nos objectifs et tout. C'est bien comme Mm. méthode, c'est bien comme moyen de faire passer un message. Donc, on note aussi les rassemblements, les meetings, Oui. comme ce qu'on a dit, lobbying, comme Yao l'a dit, communication. OK, Yao, tu lèves la main? Oui, c'était juste pour ajouter le fait que, et tout d'abord, il faudrait faire comprendre à la majorité que le fait de dire la cause, c'est pourquoi vous le plaidoyez, les faire comprendre cela, pour qu'ils adhèrent à cela. Comme ça, vous allez former un bloc compact. Donc ensuite, vous pouvez aller voir minorité, c'est-à-dire ceux qui vous dirigent, et les faire exposer les problèmes. Donc, ces dernières, s'ils se rendent compte qu'il y a une forte masse derrière vous et que presque tout le monde est de manière unanime sur le même sujet, ils vont prendre en compte votre plaidoyerie. Voilà un peu. OK, ça arrive. C'est parfait. OK, OK. Bon, Donc, il y a qui d'autre? Touré. j'aimerais prendre la parole. Oui, Touré. Oui. C'était Oh, par rapport à la question précédente pour les méthodes de plaidoyer. OK, En fait, de manière générale, je pense que les méthodes de plaidoyer, c'est le lobbying OK, ou la communication directe. OK. C'est C'est ça, ça c'est que je ça, vais dire. c'est ça, c'est ça. Donc, le lobbying, C'est ça. c'est principalement, il y a même souvent une nuance, hein. Les gens pensent que le plaidoyer, c'est le lobbying. Et le lobbying, c'est le plaidoyer. Mais dans dans notre diapo suivante, je vais vous donner peut-être la petite différence. Je vais essayer de ma manière. D'accord. Voilà un peu les différentes méthodes de D'accord. plaidoyer que j'ai collectées pour vous, pour cette session. D'abord, nous avons la sensibilisation. Nous le faisons beaucoup dans l'IPSF, les campagnes de sensibilisation. C'est un moyen de communication et du moins de plaidoyer. Alors, comprenez par plaidoyer, c'est le changement qu'on veut amener et c'est l'action donc, qu'on veut amener par un changement. Donc, la sensibilisation est souvent le premier pas d'une stratégie de plaidoyer. Excusez-moi, mademoiselle Adjibousso, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Ok. Donc, elle consiste à informer les gens d'une situation pour qu'ils soient conscients de la problématique d'intérêt. Donc, c'est d'ailleurs ce que l'IPCF utilise très souvent, la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation. Vous le savez bien, nous le faisons au moins chaque mois, une campagne de sensibilisation, que ce soit lutte contre le paludisme, HIV, résistance antimicrobienne, tuberculose, tout. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation et ça a son intérêt parce que ça permet de toucher des cibles. Après cela, nous allons parler du lobbying. Donc, c'est souvent confondu au plaidoyer, comme je l'ai dit.
Le lobbying consiste à communiquer directement avec des décideurs. Comprenez ça. Donc, communiquer directement avec des décideurs qui ont été soigneusement choisis. Lorsque vous allez, vous voulez mener une action dans le sens d'améliorer les conditions d'études des étudiants. Donc, en ce moment, votre interlocuteur sera l'administration des canaux. Donc, si vous voulez faire un lobbying à ce niveau, ça sera de vous attaquer directement à ces gens-là et à exprimer vos opinions au nom de votre organisation. C'est très important. Yao a dit, il faudrait que vous ayez déjà des gens qui vous suivent. Et lorsqu'ils sauront que vous avez des gens derrière vous, que vous venez pour défendre la cause de certaines personnes, à ce moment, ils vont vous prendre au sérieux. Et l'objectif du lobbying, c'est de faire passer quelque chose, une proposition, une idée ou une politique qu'on soutient, ou de faire échouer. Il y a ça également. Par exemple, si l'autorité du canal décide que désormais, vous devez faire que 6 mois d'études, 6 mois de stage, et ça ne vous convient pas, vous avez le droit de mener votre de faire une proposition de politique, énoncer des politiques, de faire une prise de position, on l'a fait hier, exposer des prises de position, disant que vous êtes contre ce que l'autorité des canaux a dit. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, voilà, voilà. Et en ce moment, vous allez faire votre lobbying au niveau de ces gens-là. Mais en amont, il faudrait que vous ayez fait des communications avec vos adhérents, qu'ils adhèrent à l'idée que vous voulez faire passer. Et à ce moment, lorsque vous allez aller voir vos interlocuteurs, c'est-à-dire l'autorité du canal, ils seront effectivement, ces gens-là, ils sont là, mais ils ont des gens derrière eux et ils vont vous écouter. Donc, je disais que le lobbying comporte toujours les plaidoyers. Comprenez ça. Le lobbying comporte toujours les plaidoyers. Mais les plaidoyers n'incluent pas toujours le lobbying. Donc, c'est comme si le lobbying c'est une partie hein, du plaidoyer, mais le plaidoyer peut être fait sans passer par le lobbying. Donc, euh, après cela, vous voyez, nous parlons de la mobilisation sociale. J'ai voulu ajouter ceci parce que à travers le master que j'ai fait en promotion de la santé, nous aimons beaucoup agir, nous faire des approches au niveau de la communauté, au niveau de la population, parce que nous estimons que ce qui est très bien, c'est d'éduquer la population et de faire de la population elle-même des acteurs de changement, c'est-à-dire une littératie, les former, voilà, pour qu'ils ne soient pas en tout cas dépendants euh, de ceux, de ceux en tout cas qui sont des professionnels en griffe. Donc, la mobilisation sociale est aussi une stratégie opérationnelle qui peut faire partie d'une démarche de plaidoyer. Donc, elle implique principalement l'appui et la participation active de plusieurs secteurs de la société et rassemble ceux qui sont affectés par un problème et ceux qui peuvent contribuer à le résoudre. Donc, résoudre les problèmes à travers les otages et l'organisation. Après, vous voyez l'éducation. L'éducation, ouais, c'est aussi une méthode de plaidoyer. Comme je l'ai dit, l'éducation, c'est un processus hein, qui peut aider les individus à agir séparément ou collectivement pour prendre des décisions éclairées relativement à des problèmes affectant le bien-être de cette communauté, des individus, des familles. Voilà. Donc, c'est à travers l'éducation que ces gens-là peuvent être informés et concernant les problèmes qui peuvent affecter les familles. Et c'est dans le but de les permettre de pouvoir faire changer aussi les choses. Donc, elle consiste non seulement à communiquer les informations, mais également à stimuler la motivation. C'est le but, en fait, de les motiver, de les faire comprendre. Hein. Si on prend même le cadre de la santé, lorsque vous communiquez ou vous éduquez une population par rapport
à des mesures pour éviter les palu tels que l'assainissement, les moustiques imprégnés. Donc, c'est un moyen de les motiver et de les permettre d'augmenter les aptitudes et leur confiance en soi, en fait, et dans le but d'améliorer leur mode de vie. Après cela, nous avons les IEC. C'est une méthode qui est très utilisée par les ONG, l'information, l'éducation et la communication. Donc, principalement, ça se rapporte à des programmes complets. C'est un programme très complet souvent d'intervention qui vise à réaliser des changements de comportement. Donc, le but, c'est vraiment de changer de comportement ou aptitude dans des groupes de la population bien déterminés en utilisant une combinaison de stratégies de communication. Donc, ça, c'est vraiment, on appelle ça en anglais même un package. C'est vraiment un package qui est là des méthodes. Et l'approche se base sur une étude des besoins, d'abord, et des perceptions des groupes cibles. Et peut recourir du moins à du matériel. Donc, ça, vous pouvez utiliser même des matériels de communication à ce niveau. Vous pouvez faire des posters, vous allez dans les marchés, vous allez aller voir les femmes qui sont dans les marchés, vous allez les expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pendant la période de pandémie, pendant la Covid, donc les masques, les mesures barrières, etc., etc., etc. Donc, à ce niveau, vous pouvez également utiliser les matériels, du matériel appartenant aux médias de masse, ainsi que les affiches, les brochures, voilà. Et l'autre, la communication pour le changement de comportement, là également, c'est utilisé beaucoup par les ONG, on appelle ça les CCC. Donc, ça se rapporte aussi à la communication stratégique conçue pour réaliser des changements spécifiques de comportement au niveau individuel ou collectif, afin de favoriser une vie saine et prévenir des problèmes. Non. Et si la communication ne peut produire ou maintenir le changement de comportement à elle seule, il s'agit bien évidemment d'une composante clé d'une stratégie globale, mais aussi une composante fondamentale, hein, du processus de plaidoyer. Donc, Yao l'a tantôt dit au début, il a dit lobbying, communication. Communication, c'est vraiment un élément fondamental euh, du processus de plaidoyer. En dehors de cela, de façon informelle, donc on l'a tantôt dit, nous avons des campagnes de sensibilisation online. Donc souvent qu'on le fait, les réseaux sociaux, ce sont également des très bons un moyen de faire passer un message. Là maintenant, nous allons un peu rentrer dans le concept de l'IPSF. Qu'est-ce que l'IPSF attend par un plaidoyer? Et cette définition de l'IPSF tire sa source de celle de l'UNICEF, qui dit que le plaidoyer est un processus délibéré fondé sur des preuves démontrées visant à influencer directement ou indirectement. Nous l'avons dit, c'est la même chose. Donc, les décideurs, les parties prenantes et les publics concernés, afin qu'ils soutiennent et mettent en œuvre des actions qui contribuent à améliorer l'accès aux connaissances scientifiques. Donc, l'IPSF, on parle de connaissances scientifiques. Voilà. Là, c'est plus spécifique que ce que nous avons fait qui était plus général. Et ici, l'objectif du plaidoyer pour l'IPSF, c'est d'abord le changement dans la gouvernance, les lois, les attitudes, les pouvoirs, les relations sociales et les fonctions institutionnelles. Mais en plus de ça, pour l'IPSF, le plaidoyer est aussi essentiel pour aborder les questions liées à l'éducation, à la formation, aux droits et devoirs des étudiants, bien évidemment, et des jeunes pharmaciens, au déséquilibre et disparités au sein du personnel de santé, à l'évolution de la profession de pharmacien et à sa position dans la chaîne de santé publique, ainsi qu'à la mise en œuvre de nouvelles technologies visant à remodeler l'exercice de la profession du pharmacien. Donc, c'est vraiment la défense d'une cause, hein. Vraiment la défense d'une cause. Et cette cause, c'est la cause de notre profession. Et nous sommes les étudiants aujourd'hui, demain des professionnels. Bon, et c'est ça. Il faudrait qu'on puisse faire changer les choses. Et c'est dès maintenant qu'on le commence. Alors, nous allons arrêter cette session d'aujourd'hui à ces points et laisser la chance
aux sessions de questions-réponses. Comme je l'ai tantôt dit, tout ce que vous voulez savoir sur les plaidoyers se trouve dans les documents de l'IPSF. Donc, j'ai pas voulu vraiment accombrer la session d'aujourd'hui avec tout ce qui a été dit, mais ce qui sont essentiels pour moi, c'est ce que j'ai juste concocté pour vous aujourd'hui. Mais si vous voulez savoir encore plus, vous pouvez contacter votre CP. Donc, je pense que la majeure partie de cette session sont des CP ou des SEO. Donc, vous pouvez avoir accès aux documents officiels de l'IPSF, au livre de politique 101 de l'IPSF, et aussi à l'enregistrement du webinaire sur les politiques et les plaidoyers. Donc, c'est disponible dans votre base de données. Je parle des CP. Donc, nous allons arrêter la session d'aujourd'hui à ce point et ouvrir peut-être une partie de questions-réponses, s'il y en a, bien évidemment. Sokna Jaratula, la parole à toi. Sokna, t'es là? Sokna. Les organisateurs, je vois Sokna. Donc, je pense que si Stockman n'est pas, je pense qu'il doit peut-être avoir un problème de micro. Merci beaucoup, docteur Moussa, pour la facilitation concernant ce qui concernant les plaidoyers. Donc, je pense qu'hier, on a parlé des politiques. Donc, on a continué aujourd'hui avec la suite logique de ce qu'on doit faire après avoir travaillé sur une politique, surtout dans le domaine de la santé, vu qu'on reste focus dans notre domaine. Étant donné qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été soulevés durant cette session, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse relever les questions des membres qui ont participé à cette session. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est écrit dans le chat box qui dit, je ne sais pas si Moussa avait déjà vu ça. Moussa, avais-tu déjà vu ce qui est dans le chat box venant Non, je de viens juste de Katia? voir ça. Ok. Donc, demande si, il dit que si j'ai bien compris, le lobbying est une méthode de plaidoyer qui fait plus intervenir la force quand la sensibilisation échoue. Ok, je pense que c'est intéressant de commenter. Comment Je vas-tu, Bio? dirais que on va pas mettre le mot force ici. C'est aussi une méthode de plaidoyer qui vise vraiment à approcher les preneurs de décision, on va dire comme ça, de bien les cibler et de les approcher. Mais en amont, il faudrait que ces gens-là puissent savoir que vous, c'est-à-dire leur interlocuteur qui est vous, vous avez des personnes derrière vous, vous avez une masse critique derrière vous, des personnes qui adhèrent à votre idée. Sinon, si vous partez en tant qu'étudiant simple, voir votre doyen disant que non, vous êtes contre le fait qu'ils veulent programmer votre examen pour telle date, ou que ils veulent que vous composez 5 fois dans l'année, en tant qu'étudiant simple, il ne va pas vous accepter, il ne va même pas vous écouter. Par contre, lorsqu'il sait que vous êtes membre d'une association et vous êtes président de l'association ou en tout cas un membre influent de l'association et que vous représentez plus de 500 000 étudiants, par exemple, hein, comme l'IPSF, ils vont vous écouter. C'est parce qu'ils vont dire, ah, ce sont des interlocuteurs de taille. Voilà. C'est un peu ça. On va pas mettre le mot force ici. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question, Fofana. Fofana, j'espère que vous avez été satisfait. Compris. Ok, génial. Donc ensuite, on a une question de Israël. Ezo. Donc, qui dit, quel est le rôle de l'éducation dans le plaidoyer? Je pense que c'est une suite de questions.
Ensuite, il demande si, sans l'éducation, on peut aboutir à un plaidoyer. Ensuite, c'est une affirmation ou une question. Il dit, selon vous, que faire en cas d'un résultat satisfaisant après un plaidoyer? Donc, je pense que quand on a un résultat satisfaisant, c'est qu'on a gagné. Ok, donc, Moussa, à vous la parole. Ok. Et ouais, je viens de lire. Quel est le rôle de l'éducation dans les plaidoyers? Oui, le rôle de l'éducation dans les plaidoyers est essentiel, c'est même fondamental, parce que le simple même fait que vous allez inviter par exemple, je prends un exemple, hein, j'aime beaucoup prendre des exemples, et que vous êtes au niveau de la faculté, l'AEP Mali est contre la programmation des examens 5 fois par an. Votre public cible déjà, c'est d'abord de toucher les étudiants et de les informer. Donc, cette manière même d'information, donc ça peut être assimilé à une éducation. L'éducation, c'est peut-être, on va dire, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément fondamental même, pour pouvoir débuter un plaidoyer. Donc, ça même à votre deuxième question, ça, l'éducation peut aboutir à un bon plaidoyer? Oui et non. Voilà, je dirais oui, je dirais non. Parce qu'il y a il y a certains plaidoyers qui ne demandent même pas d'éduquer. Par exemple, si ces gens-là, et moi, ceux-là pour qui vous voulez faire le plaidoyer sont déjà conscients de la démarche et du problème. Donc, ça ne sert pas en tout cas grand-chose à ce niveau. Mais il est toujours essentiel hein, de pouvoir éduquer, véritablement. Et selon vous, que faire en cas d'un résultat insatisfait après un plaidoyer? Ben, il y a à toi de me le dire. Si tu fais un plaidoyer et que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner ou tu vas utiliser la force comme l'autre l'a dit, Kadia Fofana l'a dit? Ben, en tout cas, j'ai pas de réponse à cette question. C'est David pour aider. David, qu'est-ce que vous faites chez vous là-bas en cas de résultat insatisfait après un plaidoyer? Ok, merci beaucoup, Moussa, pour la réponse. Je pense que, je sais pas si, Merci Israël a... Moussa pour Ok, la... Excuse-moi. Non, vas-y, continue. over to you, Sakna. Désolée, merci Moussa pour cette très belle présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement dans le chat box, ou bien vous levez la main ou vous activez directement votre micro. Dans le chat box, il y a Israël qui dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse de Dr Moussa et qu'il veut une autre réponse. OK, donc Israël, tu peux poser ta question directement. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Oui, les deux premières questions ont été bien répondues. Mais la troisième question, en fait, Dr Moussa Fana a retourné la question à Monsieur David qui n'a pas peut-être écouté. Parce que j'ai posé la question de savoir que faire en cas d'une insatisfaction après un plaidoyer. Donc, il m'a répondu, bon, il a dit que Monsieur David Fiagan n'a qu'à répondre. Donc, jusque-là, il n'a pas encore répondu à cette question. Je vous remercie. Ok, je pense que je peux y aller. C'est ça que ne m'a pas remis la parole, mais je la prends quand même. Désolé, j'avais pas dû entendre quand Moussa m'a passé la parole. J'ai dû avoir un léger souci. Donc, lorsque on fait un plaidoyer et on remarque que le résultat n'est pas encore atteint, je pense que ça veut dire que notre combat n'est pas fini parce que un plaidoyer ne se limite pas à une seule action finale. C'est généralement une suite d'actions et ça qui va s'arrêter lorsque
que vous aurez votre résultat. Donc, du moment où vous n'avez pas votre résultat satisfaisant, bien que vous attendez, c'est que la négociation ou la bataille n'est pas finie. Donc, on n'arrête pas. Mais maintenant, lorsque vous vous butez à vraiment un réel obstacle, je pense qu'on peut essayer de revoir un peu la politique qui a abouti à ce plaidoyer. Essayer de voir si on peut ajouter des choses, faire des modifications pour réarranger notre angle d'attaque et obtenir le résultat attendu. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Merci. Merci David pour les éclaircissements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à parler directement ou bien à écrire dans le chat box. Bon, vu qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, je pense que Est-ce que je peux poser ma question, docteur? Oui, vas-y. En fait, tu as parlé de la mobilisation sociale. J'aimerais bien avoir plus de détails, en fait, pour mobilisation sociale. Ça sous-entend les campagnes de santé publique, bien sûr, si j'ai bien compris. Mais quelles sont les autres formes de mobilisation sociale qu'on peut avoir à part la sensibilisation et qui a un impact dans le plaidoyer? Merci. Sogna, tu sais, je parlais depuis longtemps, on ne m'attendait pas, quoi. Waouh. Non, on n'a rien entendu. On attendait que tu répondes à la question. Ah, non, j'ai trop parlé pour ça. Merci de reprendre la réponse. Non, ok. Je disais que la mobilisation sociale, c'est une stratégie ou c'est une approche de plaidoyer que nous utilisons très souvent en promotion de la santé. Donc, j'ai juste nécessaire de l'ajouter ici. Et comme je l'ai dit en amont, c'est vraiment une démarche hein, de plaidoyer qui implique l'appui et la participation active de plusieurs secteurs de la société. Et donc, très souvent, ça rassemble, hein, ça rassemble deux parties. Donc, ceux qui sont affectés par un problème et ceux qui peuvent contribuer à résoudre ces problèmes. Et cela c'est fait à travers les otages. J'ai donné un exemple. Par exemple, dans votre communauté, sur Sokna, si vous avez un problème d'accès à l'eau potable, alors le problème pour la population, c'est d'avoir accès à l'eau potable. Donc, la population, elle est une partie. Et quels sont ceux-là maintenant qui peuvent contribuer à résoudre ces problèmes? Ça peut être les décideurs politiques. Donc, votre mission en tant que peut-être agent de plaidoyer ou personne pilotant le projet de plaidoyer, c'est de pouvoir rassembler ces deux parties. Donc, c'est ceux qui euh, sont affectés directement par les problèmes et ceux qui peuvent résoudre le problème ou contribuer à résoudre les problèmes. Donc, et là, ça s'est fait dans une communauté.
Donc, c'est pourquoi je disais la mobilisation sociale. Je ne sais pas si la question a été répondue. Oui, merci beaucoup. Donc, je laisse place aux autres personnes qui veulent poser des questions. Exactement, je ne vois plus le mail levé, je ne vois plus les questions dans les chats. Cela, je suppose que tout a été bien compris. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Maimouna Mahfouz Mbaké. En fait, j'ai une question à poser. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Pardon? Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit parfaitement. 5 sur D'accord. 5. D'accord. En fait, j'aimerais savoir quelles sont les formes de communication pour plaidoyer qui ont le plus de résultats positifs et qui ont un impact. OK. OK. Euh, on va maintenant peut-être catégoriser, parce que ici, nous sommes là dans un contexte, et notre public cible dans cette formation, c'est les étudiants. Et très souvent, et ce que nous voyons qui peut donner plus de résultats, c'est la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, parce que c'est une méthode qui n'est pas du tout, en bon français, on va dire quoi, invasive, ou c'est pas, et en autre terme, ce n'est pas assez brutal. Donc, c'est de sensibiliser, de faire adhérer les gens à l'idée. Et c'est là à travers plusieurs canaux de communication. Ça peut être des campagnes de sensibilisation physique, c'est-à-dire vous allez les approcher, vous allez approcher votre public cible. Ça peut être les femmes du marché. J'aime beaucoup cet exemple. Et ça peut également être en ligne. Vous allez organiser des sessions de formation, d'éducation, vous allez former des sessions de sensibilisation, vous allez faire des posters, des vidéos, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une méthode qui marche beaucoup, la sensibilisation. Et très souvent, le lobbying, ça marche dans d'autres contextes également, parce qu'il y a un, peu- il y a un bras de fer. Donc, le lobbying, ça peut beaucoup marcher parce que là, c'est le poids qui marche. C'est le poids qui gagne, je veux dire. Parce que lorsque votre interlocuteur saura effectivement que vous avez, et qu'il a en face de lui quelqu'un qui a beaucoup de ressources, donc effectivement, ça en va de soi qu'il va vous écouter et il va adhérer à votre programme ou à votre projet. Voilà. Donc, pour moi, ce sont les deux qui marchent le plus. Parce que les autres, là, dépendent effectivement de la communauté, de leur pouvoir d'adhésion, et passant par une éducation préalable. Et souvent, on peut faire face à une communauté qui n'est pas du tout facile à gérer.
L'exemple que je vais encore donner, c'est peut-être lorsqu'on veut euh, légaliser l'usage du cannabis dans un pays qui est purement religieux ou musulman. Et donc, vous serez d'accord avec moi qu'il serait très compliqué d'aller convaincre les imams que, en fait, ce qu'ils pensent du cannabis, ce n'est pas ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est une lutte qui va être très compliquée. Par contre, lorsque votre interlocuteur sera des politiques et que vous êtes un scientifique, vous avez vraiment, c'est que votre background est, voilà, c'est vraiment lourd et en même temps, vous avez des gens derrière vous. Voilà, là, maintenant, la discussion peut être équilibrée. Donc, en résumé, je dirais que c'est la sensibilisation et puis le lobbying. Pour moi, ce sont les méthodes qui marchent le plus. Merci. Ok, merci beaucoup, Moussa, pour cette réponse. Je pense que euh, la réponse a été bien appréciée par Maïmouna, si je ne me trompe pas. Sinon, je pense qu'elle peut toujours réagir à ça. Ok. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être faire un commentaire sur tout ce qui a été dit par Moussa? N'oubliez pas que, en fait, l'objectif de tout ceci à la fin, c'est de vous permettre de rédiger votre position paper pour que nous puissions, à la fin du mandat, ou bien pendant l'Assemblée régionale, compiler vos, euh, vos données et pouvoir en faire un plaidoyer à la fin. Établir un document de politique et pouvoir en faire un plaidoyer à la fin. Donc, votre contribution sera très, très utile et n'hésitez surtout pas à poser tout type de questions qui pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je parle surtout des CP et des SEO. Je pense que l'AIFA demande la parole, si je ne me trompe pas. Oui, Ok, vous avez la oui, oui, parole. oui. D'accord. Dans le cas où nous devons passer par le lobbying, nous n'avons que l'occasion là de passer par là, mais que notre interlocuteur est plus fort que nous. Comment nous devons nous procéder? C'est payant. Si votre interlocuteur est plus fort que vous et Oui, vous n'avez que le lobbying comme méthode, stratégie, oui, oui. là c'est compliqué. Mais là, je vous dirais avant de sauter, de repartir encore et de chercher une base avant de venir l'affronter. Parce que c'est pas équitable en ce moment. Lorsque votre interlocuteur est plus fort que vous ne devrez même pas passer par le lobbying comme stratégie. Vous allez le faire quoi? Ouais, si vous avez d'autres pouvoirs de décision, là, je suis d'accord. Mais si vous n'avez pas d'autres forces et que votre interlocuteur est plus fort que vous, ben, ça marche pas. C'est comme dans le business. Tu viens chercher un marché de 2 milliards et toi, t'es même pas bien habillé, t'es venu, t'es dépravé, tes chemises sont froissées et toi, tu es venu en moto, t'as garé ta moto, tu es rentré, le gars, il te voit, il dit, ah non, lui, on ne donne pas ce marché-là. Parce que votre interlocuteur, déjà, voilà, il est bien aisé, il pense que, voilà, si quelqu'un qui vient chercher un marché de 2 milliards doit venir en 4x4, et bien, en basin, costume. Donc, c'est ça un peu. Et, c'est l'impression de pouvoir impacter. Voilà. Et je pense que ces concepts-là, vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. Vous allez juste le contextualiser à votre environnement. Donc, c'est possible. Mais s'il est plus fort, je ne vois pas de solution. Sauf si David a une stratégie pour nous. Ok, merci beaucoup, Moussa, pour ta réponse. Je pense que j'allais abonder dans le même sens que toi. Mais généralement aussi, pour faire un lobbying, il faut étudier la personne avec laquelle on veut faire le lobbying. Vous comprenez un peu? Donc, si vous, d'après vos études, vous pensez que, euh, bien d'après les résultats, ou bien d'après les données que vous avez collectées sur la personne ou sur le groupe de personnes, vous ne pensez, vous ne pensez pas être compétent pour faire le lobbying, ben vous ne commencez même pas. Donc, ça veut dire que le lobbying ne devrait même pas commencer jusqu'à échouer. Mais si euh, vous pensez
pouvoir utiliser des termes en griffe diplomatique ici. Vous ne pouvez pas faire du lobbying à quelqu'un qui est plus puissant que vous. Vous n'avez rien à lui proposer. Vous n'avez rien qu'il n'a pas. Donc, pour faire du lobbying, il faut proposer quelque chose que la personne n'a pas. Il faut apporter un plus. Donc, c'est surtout ça. Si vous n'avez pas de plus à apporter à quelqu'un, ne procédez pas par le lobbying. Ou bien vous étudiez le bien, en tout cas. Mais sachant que pour chaque humain, il y a toujours un point faible. Donc, bonne chance, en tout cas. C'est ce que je peux dire. Merci. J'ai une question. Merci David pour ta suggestion. J'ai une question par rapport à ça en fait. Comment faire pour apporter le plus en fait à la personne qui a beaucoup plus d'expérience dans le milieu que nous? Comment faire en fait pour marquer en fait, apporter ces touches de renouveau dans la rédaction en fait? La question, si je comprends bien, comment faire, peut-être pour, on va dire que comment faire pour aider quelqu'un à une idée, alors que cette personne peut-être est autosuffisante, on va dire comme ça, elle n'a pas besoin de nous, je sais pas. Oui, exactement. On ne peut pas dire que la personne n'a pas besoin de nous parce que, je vais dire, peut-être que intellectuellement, la personne peut être très indépendante, ça c'est vrai, mais on a toujours quelque chose à offrir en fait, moi je trouve en fait. Il y a toujours cette petite chose en fait qu'on apporte et que la personne n'avait pas du tout réalisé qu'elle en avait besoin en fait. Ou bien, c'est pas un besoin immédiat, mais c'est quelque chose en fait qu'on apporte qui n'était pas du tout présent et qui a sa valeur en fait. C'est comme une valeur ajoutée, voilà. Comment Tu viens de faire répondre à la pour... question. Non, c'est une question que je pose. Comment faire pour explorer, avoir cette valeur ajoutée et comment faire pour la mettre en évidence? C'est ça, en fait. Tu l'as répondu. C'est d'abord, tu as dit valeur ajoutée. Donc, si vous faites face à une personne peut-être qui est en avance sur vous et de façon intellectuelle et tout, c'est d'abord de pouvoir identifier peut-être cette petite valeur ajoutée que vous avez qu'il n'a pas, qui peut l'intéresser. Donc, en Exactement, dehors de ça, donc maintenant, tu me dis exactement, comment est-ce qu'on doit faire pour identifier cette valeur ajoutée? exactement. Voilà, c'est ça la Ça question. dépend du cas, ça dépend du contexte. Je ne sais pas si on va prendre un exemple. Par exemple, si on parle du cas de l'AIP Sénégal, qui veut, en tout cas, faire une proposition et passer par le lobbying comme stratégie et en face de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. On prend le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Ben, et dans ce genre de scénario, vous savez que les ordres, ce qui les intéresse, ce sont des politiciens, on va dire comme ça, c'est d'avoir aussi des personnes derrière eux et de pouvoir, en tout cas, avoir plusieurs autres mandats. Donc, moi, ma stratégie à ce niveau, ça serait de leur montrer qu'aujourd'hui, vous êtes des étudiants, mais demain, vous serez leurs confrères. Bien vrai, aujourd'hui, vous êtes étudiants, mais demain, vous serez des confrères. Et demain, il y aura besoin de vous dans la profession pour pouvoir l'élire ou en tout cas pour pouvoir amener les gens à adhérer à son projet. Et vous, en tant que leader d'association d'étudiants, demain, vous serez également cette dame qui sera influente au niveau local parce que vous aurez également vos promotionnaires qui seront des pharmaciens. Donc, faire comprendre qu'il y a en face de lui un interlocuteur donc, qui a de l'avenir. Voilà. C'est l'exemple que je prends hein, par rapport au cas. Sinon, Sokna, tu as répondu à la question. C'est de pouvoir identifier votre valeur ajoutée et de quoi il aura besoin. C'est ça. Merci pour la réponse. Et j'aimerais bien rajouter et dire qu'en fait, que les étudiants et les récemment diplômés aussi, ils ont cet œil en fait, parce qu'ils sont nouveaux dans le monde professionnel. Donc, ils peuvent percevoir des choses que les experts ou bien les anciens dans leur domaine ne peuvent pas percevoir parce que, vu qu'ils sont nouveaux dans le domaine, ils ont cet œil en fait qui permet de déceler quelques craquements ou bien quelques peut-être ils peuvent en fait régler certains mots que certains qui ont beaucoup d'expérience ne peuvent pas
C'est-à-dire qu'ils peuvent décevoir en fait les failles du système et là pouvoir trouver des solutions qui sont innovantes et très créatives. Donc, je rajoute en fait que il faut toujours avoir confiance en soi et se dire, en fait, même s'ils ils ont 30 ans d'expérience dans le domaine et autres, moi, j'ai cette créativité, j'ai cet œil qui peut percevoir certaines choses qui peut-être qu'ils ne peuvent pas percevoir et j'ai toujours mon mot à dire et j'ai toujours quelque chose à rajouter, en fait. C'est comme ce que Albert Einstein disait, imagination is more important than knowledge, c'est-à-dire l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, c'est-à-dire la créativité, en fait, ça rapporte toujours quelque chose, en fait, de plus dans n'importe quel domaine, en fait. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aux jeunes, en fait, qui participent à la réunion. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se dire qu'il y a des limites, je ne peux pas rajouter quelque chose. Être intimidé par la connaissance ou bien par le niveau intellectuel de certaines personnes. The sky is the limit. Is the beginning. Le commencement, ça commence dans les cieux, en fait. Il ne faut pas se dire que the sky is the limit. C'est-à-dire que même ceux qui sont très indépendants intellectuellement, ils ont commencé en tant que nouveaux, en tant qu'étudiants. Ils ont monté les échelons un par un. Donc, on a tout le temps pour le faire, mais quand même, on peut aussi apporter des choses. Et c'est toujours enrichissant, en fait, je pense. N'est-ce pas, docteur Moussa? Oui, Sokna, et comme je le disais tantôt, on va te solliciter la prochaine fois pour animer une session pareille. Michel, il faut prendre note. Michel, please take note for the next for the incoming session about policy and advocacy. You can request Sokna. She has a lot of things to share, and she has a lot of knowledge about this topic. Yeah, she's really brilliant. Maintenant, Sokna, que j'ai pu en tout cas retenir dans tes propos par rapport à la créativité. Euh, mais est-ce que tout le monde peut être créatif? C'est ça le problème. Donc, cela veut dire que tout le monde ne peut pas faire peut-être le plaidoyer. Et en t'écoutant, tu donnes de l'espoir à tout le monde. Alors, comment est-ce on peut distinguer ceux-là qui peuvent être créatifs de ceux qui ne peuvent pas être créatifs? Point d'interrogation. Ok, merci Sokna pour tes commentaires. Et j'espère que ceux également qui nous suivent ont pris note. Merci, Merci. docteur Moussa. Et c'est un très bon point, en fait. C'est très pertinent ce que tu as dit. Et merci pour les compliments. Je te les retourne. La créativité, en fait, elle est un peu liée à la connaissance, à mon avis. Donc, je vais donner un exemple. Je vais donner mon exemple. J'étais dans une école internationale, sénégalo-turque. Donc, la plupart, les matières que je faisais en français, je les faisais en anglais, que ce soit maths, chimie, physique et autres, informatique, tout était en anglais. Et on avait un système en anglais qui était très, très, très solide. On faisait plus de 16 heures d'anglais par semaine et on faisait de la rédaction. Il y avait une matière qui s'appelait English Main Course. C'est une matière primordiale qui avait un très grand coefficient. Et là, il fallait que, il fallait en fait faire écrire. Chaque semaine, on avait des rédactions à rendre. On nous donnait un sujet et là, il fallait rendre des rédactions. C'était très dur pour moi, très, 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 très dur, parce que ça demandait un effort intellectuel pour écrire. Ce n'est pas du tout facile. Et là, chaque semaine, je devais rendre quelque chose. Au début, je bricolais quelque chose et je rendais comme ça. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas explorer, en fait? Pourquoi pas fournir tous les efforts et voir ce que ça donne? Parce que mon prof disait que personne n'est trop intelligent. C'est en pratiquant en fait qu'on acquiert une créativité. Parce que si on maîtrise un domaine, là, on commence à avoir de l'inspiration. Donc là, j'ai commencé à faire des efforts. J'écrivais, je faisais des recherches sur Internet, je faisais un effort, je réfléchissais pour trouver des solutions à des problèmes ou bien pour augmenter mon niveau intellectuel en tant que rédactrice. Et là, au bout de quelques mois, c'était devenu une passion. Ça venait naturellement. Dès que je voyais le sujet, j'ai des idées en tête.
Je me disais qu'on peut mettre ça comme thèse, comme ça comme antithèse et ça comme conclusion. Pour vous dire en fait, et pour encourager les jeunes et dire qu'en fait, qu'on n'est jamais nul dans un domaine, si on y met du sien et qu'on travaille dur, après la créativité et l'inspiration, ça va venir, ça va suivre. Ça, je vous l'assure, ça va venir, ça va suivre. Parce que quand vous y mettez les efforts et que vous faites des recherches et autres, là, vous commencez à mettre votre main dans la pâte pour préparer le gâteau. Et là, vous allez commencer à avoir même des idées que votre prof ou bien que vos collègues qui semblent plus intelligents n'ont pas. Donc, j'étais passée à des notes très basiques et à de très bonnes notes. Après, ça devient facile. Vous maîtrisez les choses et le reste va suivre. Et la créativité, elle va venir avec, en fait. Parce qu'avec l'effort intellectuel, c'est de la gymnastique intellectuelle. Votre cerveau va commencer, en fait, à explorer des domaines que vous n'avez pas du tout pensé connaître un jour. Sokna, t'es là? Oui, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, oui. Quand tu as terminé, tu n'as pas dit merci. Oh, désolée. Merci. Merci. Bon, je pense C'était super, c'était super. c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce sont des challenges. Et je vais donner l'exemple de Dr. Moussa Fofana, qui a commencé dans l'IPSF Afro. Il ne comprenait pas bien l'anglais, alors là, à un niveau vraiment basique. Et après, il a su, en fait, dépasser ses limites. Il a été président du symposium africain, régional africain, avec 24 pays participants. Et il a été président de l'IPSF Afro, c'est-à-dire qu'il a chaperonné 24 pays africains, anglophones comme francophones. Et il fait partie Ensuite, il fait partie en fait du membre de conseil consultatif de l'IPSF global, avec plus de 100 pays, anglophones comme francophones, pour vous dire en fait que ce sont des challenges et des défis que vous vous posez. Et avec la discipline et la constance dans le travail, ce qui est très dur, je le comprends, vous pouvez y arriver en fait. C'était juste ça en fait pour vous dire. Que c'est une question en fait de défis et de challenges que vous mettez et que vous allez parfaire et, et au fur et à mesure, avec l'habitude, vous pouvez y arriver en fait. Rien n'est impossible. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle présentation, Dr. Moussa. On a beaucoup appris et surtout moi. Et je pense que s'il n'y a pas de suggestions ou bien de questions de la part des participants, on peut clôturer cette session enrichissante. Donc, je vais vous donner 5 petites minutes pour pouvoir poser une question ou participer si vous voulez. Ensuite, on va clôturer cette session. Merci. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner David Fiagan aussi, qui est comme, on peut dire comme Moussa, qui avait pas un bon niveau, qui avait un niveau anglais assez basique comme collège. Et là, ensuite, il a parvenu à gravir les échelons dans la IPSF. Et il a été président de l'IPSF Afro 2022-2023 et qui vient de passer le micro à Michel Mayouba. Et pour vous dire en fait que c'est une question de volonté. Merci. Oui, Israël, tu as la parole. Ok, d'accord, merci pour tout. Et on a vraiment appris, en tout cas particulièrement, moi j'ai tellement appris. Donc, nous espérons que les sessions prochaines, on va essayer de mobiliser encore plus de gens pour qu'ils viennent suivre tout ce que vous nous apprenez. Et on espère qu'un jour, on va faire mieux ou bien on va faire comme les Fofana et puis les David Fiagan. En tout cas, merci beaucoup, Sokuna. Tu as tellement apporté. Donc, merci beaucoup également à tout le monde. Donc, c'est tout ce que j'ai à Merci Israël. Et bon, je vois qu'une autre personne a levé la main. Vous avez la parole.
Bon, s'il n'y a pas une autre contribution, Monsieur David et Docteur David et Docteur Moussa, vous avez la parole pour clôturer la session. Je pense qu'il serait bien de donner la parole à notre invité et puis je vais à la fin parler au nom de la chairperson Afro actuelle. Merci bien. So, over to you, Moussa. Ok. Ah bon, moi, plus rien à dire. C'était un plaisir d'être invité en tant que facilitateur durant ces 2 jours. Euh, je souhaite à tous de pouvoir produire euh, un travail de qualité pour l'intérêt de notre fédération, principalement pour notre région, pour pouvoir encore rayonner ou redorer l'image de la région africaine. Travaillez bien la CP sur votre position paper et faites au plus vite votre proposition, que cela reflète les réalités de votre pays et de votre association. Merci David, à toi. Ok, merci beaucoup, Moussa. Merci également à Sokna qui a bien voulu modérer cette session. Sokna qui est une typique très dynamique, comme vous avez pu le constater au Sénégal. Et bon, à mon ami de, de tout le temps, Moussa Fofana. Donc, on sait que quand on lui fait signe pour l'IPSF, il est toujours disponible, raison d'ailleurs pour laquelle il est alumnus. Et voilà, il joue très bien son rôle et je sais qu'on va pouvoir apprendre, on va continuer par apprendre beaucoup de choses avec lui. Maintenant, également pour tous les CP, les participants, les SEO, les présidents qui sont dans la session actuellement, merci à vous pour votre présence. Et comme Moussa le disait, nous espérons vraiment que vous allez pouvoir tirer le nécessaire de toutes les discussions que nous avons pu avoir durant ces 2 sessions pour fournir un position paper qui sera, qui va vraiment représenter euh, ce qui se passe dans votre contexte, dans votre association, dans votre pays, pour que nous puissions en tenir compte et nous puissions vraiment euh, résumer cela et qu'il y ait un impact global venant, incluant les contributions que vous avez pu faire. Merci à vous pour votre patience et pour votre présence durant cette session. De la part de la chairperson Afro, qui est en déplacement actuellement, donc je vous remercie vous tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Je pense qu'on va allumer les caméras pour prendre une petite photo, like yes, comme hier, si la modératrice le permet. So over to you, Sofna. Et bien sûr, David, vous pouvez allumer vos caméras, comme ça, on va prendre une photo ensemble. Allez-y.